Bonjour à tous et bienvenue dans Parlement Hebdo, le magazine des temps forts de l'actualité de la semaine à l'Assemblée nationale et au Sénat, avec à mes côtés Thibaut Inok. Bonjour Thibaut. Bonjour Oriane. Et notre invité cette semaine est Christian Jacob. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député de Seine-et-Marne, vous êtes président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Merci d'être avec nous cette semaine. Et dans l'actualité parlementaire, il y a d'abord ce marathon à l'Assemblée nationale, 14 heures de débat sur les thèmes du grand débat national. Les députés ont pu faire leurs propositions, mais le gouvernement, lui, réserve les siennes. De quoi susciter les critiques sur l'utilité de cet exercice. Dans le même temps, au Sénat, ce sont les ministres responsables du grand débat qui ont été auditionnés. Et parmi les thèmes évoqués à l'Assemblée, il y avait d'abord la fiscalité. Le gouvernement a cherché à prévenir les déceptions. Il n'y aura pas de Big Bang fiscal, a expliqué Bruno Le Maire. Le groupe Les Républicains défendait lui ses propositions en la matière jeudi dans l'hémicycle. Elles ont été rejetées par la majorité. Que veut faire le gouvernement sur la réforme des institutions? Sur ce point aussi, son discours est resté sibyllin. L'exécutif paraît hésiter en particulier sur la prise en compte ou non du vote blanc. Enfin, une audition importante au Sénat, celle du nouveau préfet de police de Paris, Didier Lallement, a détaillé le dispositif renforcé déployé après les dysfonctionnements constatés lors des violences du 16 mars à Paris. Et on commence avec le grand débat national qui s'est donc invité au Parlement cette semaine. Deux après-midi et deux soirées de débat et malgré tout une impression de rendez-vous manqué. L'Assemblée nationale a longuement débattu des 4 thèmes du grand débat cette semaine. L'idée était de permettre aux députés de faire entendre leurs propositions. Problème, le gouvernement n'avait pas d'annonce à faire et faute d'enjeu, l'exercice a été boudé par une partie des députés. Le gouvernement a tenté de se justifier. Il était venu écouter l'heure des annonces. Viendra ensuite, a expliqué le ministre de l'écologie, François de Rugy. On l'écoute. Je veux dire, Monsieur Jacob, je vous réponds très concrètement, très calmement. Vous le savez parfaitement bien, mais vous essayez évidemment sans doute d'animer un peu le débat. Je vais le prendre comme cela. Mais vous savez très bien que nous respectons les différentes étapes. Donc le gouvernement, moi, en tant que ministre, je ne vais pas aujourd'hui faire des propositions alors qu'il y a une restitution qui doit avoir le 8 avril. Christian Jacob, on a entendu le ministre vous répondre. Vous regrettiez que le gouvernement ne soit pas venu avec des propositions. C'était un débat pour rien. C'est une grande mascarade. Tout cela ne ressemble à rien. L'Assemblée nationale, comme le Sénat, ça n'est pas une salle des fêtes, un gymnase. On fait la loi. C'est-à-dire que depuis le temps que dure ce débat, en fait. Quand on parle de débat, d'ailleurs, ces monologues successifs du président de la République, c'est plutôt ça la réalité des choses. On est en droit d'attendre des propositions. Et qu'il y ait sur la table un texte, c'est comme ça que l'Assemblée fonctionne. C'est-à-dire, le gouvernement est en initiative, met un texte, et à partir de là, eh bien, on travaille dessus en commission, avec des amendements, des propositions, et puis amendement par amendement, on vote article après article, et c'est comme ça que se construit la loi. Donc ça, c'est ce qui se fait dans 95% des cas. Il y a une autre possibilité, celle où l'opposition met une proposition de loi sur la table. Donc nous l'avons fait, et nous l'avons fait jeudi. On y reviendra. Mais là aussi, le gouvernement refuse la discussion. C'est-à-dire que ça vient de l'opposition, donc c'est refusé avant même qu'il y ait débat. D'ailleurs, vous avez bien noté qu'il n'y avait pas de débat. C'est une succession de monologues, d'interventions, puisque... la forme qui a péché ? La forme, c'est surtout... Non, enfin, la forme et le fond. Mais c'est surtout de ne pas avoir mis une proposition sur la table en disant voilà, après 5 mois de crise, voilà ce que l'on met sur la table. Et puis, chaque groupe politique essaye de corriger le texte par voie d'amendement. Mais là, c'est succession de monologues pour rien. C'est-à-dire qu'on a bloqué une semaine complète, puisque cette semaine a été rythmée sur ce sujet, et on remet ça la semaine prochaine, comme si ça n'avait pas été suffisant. Mais résultat, on a vu, c'est vrai, cette image d'un hémicycle aux 3/4 vide pendant 2 jours. Est-ce qu'au moment où il y a un climat d'anti-parlementarisme, ce n'est pas donner le bâton pour se faire battre ? Oui, mais enfin, l'Assemblée est là pour travailler. Là, ça sert à quoi? On n'est pas obligé de tomber dans tous les pièges. Écoutez, on n'est pas là... Pour vous, c'était un piège, ce débat ? C'est inutile, enfin, c'est pas inutile pour le gouvernement, parce que l'objectif, on le connaît bien, c'est de faire durer. Et donc, on fait durer en disant, voyez, on a écouté tout le monde, on a consulté tout le monde. Mais si vraiment le gouvernement était dans cet état d'esprit,
à ce moment-là, lorsque nous faisons une proposition de loi jeudi, mais comme nous l'avons fait à d'autres occasions dans les niches parlementaires, eh bien, le gouvernement accepte de rentrer dans le débat et de nous contrer argument contre argument. Mais là, ça n'est même pas le cas. Ça vient de vous, donc hors de question d'en discuter. On fait une motion de procédure et on vous renvoie dans vos 18 mètres. Non. On va revenir sur votre proposition de loi un petit peu plus tard dans l'émission, mais d'abord, autre type d'exercice au Sénat sur ce grand débat, puisque les sénateurs ont choisi d'auditionner les deux ministres en charge du grand débat, Emmanuel Wargon et Sébastien Lecornu. C'était jeudi matin, 1h30 d'échange. Et je vous propose d'écouter un extrait de cette audition. C'est un échange entre le sénateur Philippe Dominati et le ministre Sébastien Lecornu à propos du coût de ce grand débat. Je voudrais connaître le coût réel de ce débat pour l'État et pas le coût caché que l'on découvrira peut-être plus tard. Nous avions estimé le coût global entre 10 et 15 millions d'euros. On va être globalement à 12 millions d'euros. Les débats sur le coût du grand débat me semblent intéressants, mais justement, ils sont à mettre en perspective de ce que coûte la démocratie. Et pour moi, la démocratie, monsieur le sénateur, n'a pas de prix. Monsieur Jacob, un mot sur ce qu'on vient d'entendre. Le coût de ce grand débat, 12 millions d'euros, cela vous choque ? 12 millions d'euros pour servir, je veux dire, la notoriété en quelque sorte du président de la République, parce que c'est une mise en scène du président de la République. Ces débats, regardez, ce serait amusant de faire une compilation de chacun des débats, des reprises médiatiques. C'est une mise en scène de sa personne. Donc voilà, la République a dépensé 12 millions pour que le président de la République puisse se mettre en scène. Parce que le même président et les mêmes ministres n'hésitent pas à considérer qu'il y a trop d'élus, trop payés, et qu'ils ne font pas bien leur travail. Là on y va et vraiment on se drape dans la vertu en disant mais comment, tout ça coûte très cher. Mais là, le président de la République, non, faut soigner sa mise en scène. Et on n'ajoute pas à ça, j'imagine que n'a pas été comptabilisé dedans, la mobilisation des forces de sécurité. C'est quand même invraisemblable. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on compte par centaines les policiers, les gendarmes qui sont mobilisés pour que le président de la République puisse aller délivrer son discours. Et ça, vous dites que Philippe Dominati, il y a un coût caché. 12 millions, ce n'est pas le bon chiffre ? Je ne sais pas, je n'ai pas d'éléments pour le contester, donc je peux faire un procès d'intention, mais la réalité, c'est que je n'en sais rien. Juste, vous parlez du président de la République, mais les ministres ont fait le bilan. Il y a 1,5 million de citoyens qui ont participé à ce débat, 16 000 cahiers de doléances, 10 000 réunions. Est-ce que ce n'est quand même pas un succès, ce grand débat ? Oui, c'est 1%, je crois, du corps électoral, à peine. Pour vous, c'est un échec ? Je pense que si on avait des élus ancrés sur le territoire, ce qui est d'ailleurs un des problèmes pour les parlementaires En Marche qui n'ont pas cet ancrage territorial. Et d'ailleurs, on a supprimé, vous savez, c'est assez amusant le comportement à l'égard des maires. Bon, ça vous a pas échappé. Dans un premier temps, les maires ont été accusés de tous les maux, d'organiser, je dirais, des bastions locaux, de vivre sur leur précaré, etc. Et puis après, d'un seul coup, quand on a vu qu'effectivement que l'opinion publique, elle soutient les maires, donc revirement, les maires étaient devenus des gens formidables, de proximité, qu'il fallait soigner. Mais entre-temps, on avait fait l'opération Balance ton maire, menée par M. Darmanin. Tout ça n'est pas très sérieux et a eu un objectif, gagner du temps et mettre en scène le président de la République. Alors, le Premier ministre doit s'exprimer désormais devant l'Assemblée mardi, le Sénat mercredi, sur les conclusions du grand débat. Qu'en attendez-vous ? Rien, puisque le Premier ministre a annoncé lui-même, je crois qu'il n'y aurait pas d'annonce. Donc on va être encore dans un débat pour rien. Puisque, une fois de plus, il va en tirer les conclusions, mais sans faire de propositions. Puisque la mise en scène, là aussi, c'est le président de la République. On va encore, ça va sans doute encore coûter beaucoup d'argent pour soigner sa mise en scène, pour ce qu'il puisse faire ses effets d'annonce, puisque les ministres sont interdits d'annonces et de propositions concrètes. C'était d'ailleurs assez affligeant de les voir là dans l'hémicycle, tête baissée sur leur smartphone, à écouter, à attendre, puisque interdit de On va rentrer dans le fond des sujets, justement, avec d'abord celui sur la fiscalité. Ce débat sur la fiscalité et les dépenses publiques, il s'est déroulé mardi soir à l'Assemblée nationale. Le gouvernement, là encore, a avancé masqué. Si l'exécutif a bien pris le pouls du ras-le-bol fiscal relayé par de nombreux Français, il exclut tout Big Bang en la matière. Résumé des débats avec Élise Grégoire. L'heure n'est pas encore aux propositions. Lors du débat sur la fiscalité, aucune annonce concrète n'a été faite par le gouvernement. Mais à l'évidence, l'exécutif maintient le cap. Bruno Le Maire l'a répété, il est favorable à une baisse des impôts, mais sous conditions. Seule la dépense publique baissée doit nous permettre
de financer cette baisse d'impôts. De son côté, le ministre de l'Action et des Comptes publics a confirmé la suppression de la taxe d'habitation pour l'ensemble des contribuables. Nous avons évidemment à accomplir la promesse du président de la République, puis l'engagement du président de la République à la fin de l'année 2017 de la suppression à 100% de la taxe d'habitation sans les résidences secondaires d'ici la fin du quinquennat du président de la République, c'est-à-dire d'ici l'année budgétaire 2022. Autre thématique abordée, la remise à plat des niches fiscales. Gérald Darmanin a évoqué la possibilité d'évaluer leur efficacité. Donc si le Parlement, d'ici le PLF, fait un travail sur lequel Bercy est tout à fait prêt à ouvrir tous les livres d'évaluation des niches, nous sommes tout à fait disposés à ce que la justice fiscale soit au rendez-vous. Rétablir l'ISF, plus de justice fiscale, tout au long de la séance, les différents groupes d'opposition n'ont pas manqué de faire des propositions. Mardi prochain, le Premier ministre sera très attendu sur ces questions lors de son discours à l'Assemblée nationale. Alors Christian Jacob, le ministre dit pas de Big Bang fiscal, les Français risquent d'être déçus. Moi, je relève deux phrases qui sont assez intéressantes. D'une part, dire le gouvernement maintient le cap. C'est quand même assez surprenant de dire on écoute, on est à l'écoute des Français, on est même à l'écoute de l'opposition, etc. Mais de toute façon, on maintient le cap. Donc fermez le banc, il n'y aura aucun changement. Assez croustillant. Le deuxième élément assez croustillant aussi, la déclaration de M. Darmanin qui nous annonce la suppression de la taxe d'habitation pour le prochain quinquennat. Moi, je vous garantis que je peux prendre beaucoup d'engagements, effectivement, pour le prochain quinquennat ou celui encore après. Demain, on rase gratis, mais demain. Pas aujourd'hui. Le gouvernement semble quand même avoir pris le constat du ras-le-bol fiscal et prévoit sans doute d'abaisser la pression fiscale pour une partie des Français, notamment les classes moyennes inférieures. C'est une bonne nouvelle sur ce point, vous y croyez ? Écoutez, le moins qu'on puisse dire, c'est que la démonstration n'a pas été faite à ce stade. On vient de battre tous les records sur des prélèvements obligatoires. On a passé pour la première fois de notre histoire la barre des 45% de prélèvements obligatoires. Ce gouvernement, si vous prenez aujourd'hui les critères économiques qui sont intéressants, celui du montant de la dette publique, de la dépense publique, le montant de la dette, le déficit et la balance commerciale. Ces 4 points sont assez riches d'enseignements parce que la dépense publique, on voit effectivement si l'État continue à dépenser plus que ce qu'il ne gagne. Si vous prenez l'endettement, on sait que l'endettement d'aujourd'hui, ce sont les impôts de demain. Le taux des prélèvements obligatoires et la balance, les résultats de la balance commerciale, qui sont un élément important de compétitivité de nos entreprises. Comment on va chercher des points de croissance à l'extérieur. Sur ces 4 critères, Macron, c'est Hollande en pire. Parce qu'à chaque fois, depuis 2 ans, il a aggravé la situation. On a augmenté la dette de manière très importante. Depuis 2 ans, on a augmenté les dépenses publiques, les prélèvements obligatoires ont augmenté, et la balance commerciale s'est totalement dégradée. Donc 2 ans, et c'est important, au bout de 2 ans, on peut commencer à regarder, surtout que d'ailleurs, si on voulait être très objectif, ça fait pas 2 ans, ça fait 7 ans, en réalité, que le président de la République est impliqué dans la politique économique, puisqu'il a été d'abord le conseiller de François Hollande, il a été ensuite son ministre de l'économie et des finances, il est maintenant président de la République. Et depuis qu'il est là, les 2 ans où vraiment il a toutes les manettes, la situation se dégrade totalement par rapport à ce qu'elle était sous Hollande. Donc Macron, sur le plan économique, c'est Hollande en pire. Malgré tout, s'il y avait une baisse de la pression fiscale, par exemple un allègement des 2 premières tranches de l'impôt sur le revenu, comme le propose le groupe La République En Marche, vous le soutiendriez ? Non, c'est la baisse du taux de l'impôt sur le revenu, ça c'est la proposition que nous avons fait. Moi, sur le reste, j'attends de voir, mais on a eu tellement d'entourloupes, surtout. Vous voyez, on est aujourd'hui, au mois d'avril, avec un budget totalement insincère. D'ailleurs, ça a été souligné, pas par moi, mais par la Cour des comptes, qui souligne l'insincérité, c'est-à-dire qu'on fait des annonces budgétaires qui ne sont pas financées. Par exemple, la taxe d'habitation, aujourd'hui, on ne sait pas comment elle est financée. Donc, de fait, ça se traduit par des augmentations de dette, donc de l'impôt demain. Et ce qui m'a amené, d'ailleurs, à le dire à un moment dans le débat avec le ministre du budget, nous avons une dette qui augmente, donc un ministre qui a menti en permanence en nous expliquant, mais la charge de la dette, le sujet, c'est pas celui-là. La charge de la dette, elle est liée d'ailleurs au taux d'intérêt. La réalité, c'est que la dette augmente depuis que M. Macron est là par rapport à ce qu'était la situation sous Hollande.
Alors, on va parler de votre proposition de loi, Christian Jacob, puisqu'on parle de fiscalité. Votre groupe défendait une proposition de loi pour rendre aux Français plusieurs milliards de pouvoir d'achat. Le texte proposait notamment de revenir sur la hausse de la CSG pour les retraités et la réindexation de leur retraite, des revendications portées par de nombreux gilets jaunes. Mais sans grande surprise, il a été repoussé par le gouvernement et la majorité. Loïs Grégoire. Suppression de la hausse de la CSG, réindexation des pensions de retraite, la proposition de loi portée par les Républicains avait comme objectif de rétablir le pouvoir d'achat des Français. Le manque de dimension humaine dans vos réformes a surtout réveillé chez nos concitoyens un sentiment d'injustice jamais vraiment endormi, injustice sociale, territoriale, injustice entre les générations. Le gouvernement pointe l'incohérence du financement de toutes ces mesures. Votre proposition de loi estimée aujourd'hui à 10 milliards d'euros, selon vous, quasiment 17 en réalité. Cette proposition de loi s'apparente davantage à une critique qu'à une véritable proposition. Cette critique, la majorité ne l'entend pas. Elle accuse un texte irresponsable et démagogique. Ce texte, je l'ai rebaptisé PJL d'orgue, comme demain on rase gratis. Mais notre majorité n'a pas attendu votre proposition de loi pour renforcer le pouvoir d'achat. À gauche, la proposition de loi n'a également pas convaincu. Ce qui nous ennuie dans votre PPL, c'est la manière dont vous financez ces mesures, c'est-à-dire par des coupes massives, entre 10 et 20 milliards d'euros dans les dépenses publiques et donc dans les services publics. Une mention de renvoi en commission a été votée à 90 voix pour, contre 54. Aucun article n'a donc été examiné. Christian Jacob, la PPL a donc été rejetée. Vous nous le disiez tout à l'heure, vous avez l'impression que l'opposition n'est pas écoutée par ce gouvernement ? Alors, en réalité, elle n'a pas été rejetée. Il n'y a pas eu de débat. C'est ça qui est assez invraisemblable. Elle a été examinée. Le groupe parlementaire, qui est le nôtre, celui des Républicains, que les spectateurs comprennent bien, c'est le premier groupe d'opposition. Nous avons 104 députés, c'est-à-dire que plus que tous les autres groupes d'opposition. Et nous avons, dans le règlement de notre Assemblée, d'ailleurs dans la Constitution, la possibilité, 3 fois par an, de présenter ce qu'on appelle une journée de niche parlementaire, donc où on présente des projets de loi, alors que habituellement les propositions de loi sont présentées par la majorité ou projet de loi, ce qui est d'ailleurs la quasi-unanimité ou très généralement, projet de loi présenté par le gouvernement. Donc il y a 3 jours où on peut nous présenter. Et là, par une motion de procédure, la majorité refuse qu'il y ait le débat. C'est-à-dire que nous présentons une proposition de loi avec différentes mesures sur lesquelles on va peut-être revenir et dire, on peut en débattre, article par article, argument contre argument. Non, ils mettent une motion de procédure en disant, on en débat pas 3 jours par an. Tout le reste de l'année, c'est la majorité qui a la maîtrise de l'ordre du jour. Et là, pour cette journée, au moins qu'on en débatte article par article. Mais même ça, c'est refusé. Vous êtes motion inquiet, de procédure et le dégage. de la tournure des relations entre l'exécutif et le Parlement aujourd'hui ? Ah oui, il y a une vraie dérive institutionnelle. Moi, jamais, et j'ai pas beaucoup de sympathie pour Monsieur Hollande, mais on est dans une situation qu'on n'a jamais connue, c'est-à-dire d'un mépris total des élus d'une manière générale et des parlementaires en particulier, avec un Parlement qui est en permanence méprisé, humilié. On l'a vu sur la commission d'enquête sur cette triste affaire Benalla-Macron, la manière dont ça a été bloqué, le débat a été interdit à l'Assemblée. Heureusement que le Sénat a fait son travail. Là, à nouveau, j'avais demandé une commission d'enquête sur ce qui s'est passé le 16 mars, avec des violences inouïes, avec le limogeage d'un préfet de police. C'est pas quelque chose d'anodin. Le limogeage de hauts fonctionnaires de police, ça n'est pas anodin. Et j'ai proposé même au président de l'Assemblée nationale en disant, écoutez, la commission d'enquête, moi je ne demande pas à la présider, je ne demande pas à ce que ce soit les Républicains, mais faisons-la avec l'ensemble des groupes et que le président de l'Assemblée nationale lui-même la préside. Ça ne posait aucun problème. Mais simplement, je considère qu'il y a un rôle qui est celui de l'Assemblée, qui est le pouvoir de contrôle, et de pouvoir exercer son pouvoir de contrôle pour vérifier comment les choses se sont passées, les ordres dont il était donné, pas donné, appliqué, par qui, comment, pourquoi. Cette transparence, elle est refusée.
Et là, sur une situation aussi grave que celle que nous vivons depuis 5 mois, nous mettons sur la table des propositions avec des mesures très claires en matière de pouvoir d'achat. Eh bien ça, on nous refuse même le droit d'en parler. C'est-à-dire en disant, circuler, de toute façon, ça vient des Républicains, on prend même pas le temps d'en parler, on met une motion de procédure et on dégage tout cela. Un mot sur le fond, vous financez ces 10 à 17 milliards de pouvoir d'achat rendus aux Français par que coûteraient ces baisses d'impôts via une baisse des dépenses publiques, mais c'est autant d'argent qui n'irait pas au désendettement, pour le coup, vous nous en parliez tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas là un problème ? Il y a alors 2 parties, c'est-à-dire qu'il y a une partie effectivement majeure dans ce cadre-là. Après, bon, là, on n'en est pas un programme de gouvernement. Sur le programme de gouvernement viendra le temps où, effectivement, il y a une part sur le désendettement. Ce que nous faisons, c'est que nous finançons d'abord ces mesures. Les mesures qu'on annonce, ça se finance par une baisse de la dépense publique. Donc, ça passe par d'abord une réforme la réforme des retraites. Ça passe aussi par une réforme de la fonction publique. On considère qu'il faut diminuer le nombre de postes, c'est-à-dire en compensant avec une augmentation du temps de travail et une augmentation du paiement, c'est-à-dire des fonctionnaires mieux payés, travaillant davantage, qui nous permet de gagner des postes et de faire des économies. Et puis d'autres mesures, c'est la remise en cause de l'aide médicale d'État et un certain nombre d'autres points qui nous permettent de financer cela. Mais lorsque viendra le temps de présenter un programme de gouvernement, il y a effectivement, vous avez raison, une partie des dépenses publiques qui seront affectées au désendettement. Allez, vous parliez des violences du 16 mars. Mercredi, Didier Lallement, le nouveau préfet de police de Paris, était auditionné au Sénat. Auditionné donc le nouveau préfet de police de Paris sur les violences qui ont eu lieu à Paris le 16 mars. Il n'était pas en fonction ce jour-là puisqu'il a succédé à Michel Delpuech, limogé suite à ces événements. Mais Didier Lallement a évoqué le dépit des forces de l'ordre à l'issue de cette journée et dit avoir tiré les leçons en matière de maintien de l'ordre. Résumé de cette audition, Samia Dechir. Le 16 mars dernier, certaines unités assistent immobiles aux violences sur les Champs-Élysées. Elles n'ont tout simplement pas reçu l'ordre d'agir. Le gouvernement promet alors une plus grande sévérité et nomme un nouveau préfet de police, Didier Lallement. Auditionné mercredi par les sénateurs, il a présenté la nouvelle feuille de route. Désormais, chaque unité se verra attribuer une mission sur un périmètre précis pour plus d'autonomie sur le terrain. Vous avez la mission et vous l'avez dans ce périmètre géographique. C'est-à-dire qu'on n'attende pas l'ordre de la salle pour agir, puisqu'on sait que la mission doit s'effectuer dans telle zone géographique. Plus autonomes, les forces de l'ordre seront aussi plus mobiles. Elles seront progressivement équipées de véhicules légers, type 2 roues. Nous avons en face de nous des gens extrêmement mobiles, très rapides, qui changent de rue. Or, nous, notre système, il est basé sur des forces qui embarquent dans des cars, les cars roulent, les forces débarquent. Vous voyez bien que quoi qu'on fasse dans un système comme ça, la manifestation mobile, elle sera déjà 3 rues plus tard. Un dispositif qui inquiète certains sénateurs, car il existe déjà des policiers à moto, les brigades de répression contre les actions violentes très contestées. Ces brigades ressemblent comme des sœurs jumelles aux voltigeurs qui ont été mis en cause dans la mort de Malik Oussekine et qui ont été dissous en 1986. Il y a une petite différence technique. Les voltigeurs étaient sur des engins légers. Nous, on transporte nos gars. C'est des équipages qui font 200 kilos. On les transporte sur des engins de 900 cm3. Je suis monté sur les motos. Franchement, si vous arrivez à tenir une matraque sur un engin comme ça avec les 25 kilos, franchement, chapeau. Autre inquiétude des sénateurs, l'utilisation des lanceurs de balles de défense, responsables de graves blessures. Didier Lallement a confirmé le maintien de leur utilisation lors des prochaines manifestations. Christian Jacob, entre la nomination d'un nouveau préfet de police et une nouvelle doctrine du maintien de l'ordre, est-ce que vous pensez que désormais il n'y aura plus de violence dans les nouvelles manifestations ? Non, mais là, le sujet, on essaye de nous expliquer qu'en changeant de préfet de police, tout va bien aller. Attendez, le sujet, c'est pas celui du préfet de police, c'est celui de l'incompétence du ministre de l'Intérieur et du Premier ministre à réagir face à ces actes de violence. Parce que ce même préfet de police, quand il était en poste en Aquitaine, sauf erreur de ma part, il y a eu aussi des violences et des dérapages scandaleux à Bordeaux et à Toulouse. Donc le sujet, ça n'est pas le préfet de police, mais c'est celui qui lui donne les ordres. Et donc, ça a été l'incapacité de réaction d'un ministre de l'Intérieur. Le sujet, c'est celui-là. Pour vous, la responsabilité, c'est Christophe Castaner. Très clairement. Un mot pour finir sur la censure du Conseil constitutionnel concernant la loi anti-casseurs. Censure partielle, mais censure de l'article phare, celui permettant à des préfets de procéder à des interdictions administratives de manifester. Est-ce que vous regrettez cette décision du Conseil constitutionnel ?
Oui, mais elle est d'abord le résultat de l'hypocrisie du président de la République, qui présente un texte au Parlement, qui le fait voter par sa majorité et qui immédiatement le défère lui-même au Conseil constitutionnel, en se doutant très vraisemblablement de la réaction du Conseil constitutionnel. Donc c'est d'abord son hypocrisie. C'est-à-dire qu'il a cherché à faire invalider cette loi, en tout cas cet article. Parfaitement, très clairement. Attendez, c'est vraiment se moquer du monde en disant « Je vous présente une loi, je demande à ma majorité de voter cette loi, je demande au ministre et au gouvernement de se mobiliser dessus, mais je la défère immédiatement pour être sûr que l'article soit invalidé. » Donc maintenant, si le président de la République n'était pas aussi hypocrite que je le dis, eh bien, j'imagine qu'il va faire une deuxième délibération. Et qu'on peut très bien réécrire ce texte pour qu'il puisse être validé par le Conseil constitutionnel et que ce soit fait dans les plus brefs délais avec une deuxième délibération. Écoutez, c'est le minimum à faire. Ou alors, c'est vraiment un comportement hypocrite. Merci beaucoup. Merci Christian Jacob d'avoir été avec nous cette semaine. Merci à vous. Merci Thibault. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine d'actualité parlementaire.